parle des Congolais et des Congolaises et qui met le débat au centre de la table. Nous avons parlé de la jeunesse, nous avons parlé des femmes. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes, avec pour thème être un leader et avoir le droit à l'école. Je m'appelle Tissa, je vais conduire cette émission, mais je ne vais pas la conduire seule. Je vais la conduire avec mon ami journaliste. J'espère la bonne. J'espère bonjour. Bonjour Tissa, bonjour à nos invités, mais aussi à tous ceux qui sont dans la salle. Je tiens à rappeler d'entrée de jeu que l'exclusivité de cette tribune d'expression libre, c'est que nous serons véritablement édifiés parce que c'est un échange et un partage d'expérience. Alors, beaucoup de questions nous donnent un peu l'esprit. Qu'est-ce qu'être un homme? Est-ce que les hommes ont le droit à l'erreur? Alors, pour ce tout premier numéro, le tout premier volet, vous voulez dire bien, et mon bail à Congo, c'est en partie tout de suite. Alors d'ici là, je tiens à faire remarquer à l'assistance que tu es la seule femme sur ce plateau, mais nous avons déjà l'honneur de recevoir nos très chers invités qui ont accepté de nous faire honneur, n'est-ce pas? Alors, que peut-on savoir de ceux qui sont là? Alors, je vais commencer par présenter mes invités et je vais commencer par ma gauche. Allez-y. Je vais me présenter par un analyste économique, c'est un mentor pour énormément de personnes. Moi, j'aime bien l'appeler un serial entrepreneur parce qu'il nous pousse. Et quand il dit qu'il s'y pousse, c'est un stratégiste. Merci d'applaudir M. Alkitegui. À côté de M. Alkitegui, c'est une personne qui fait la fierté de beaucoup de Congolais, une star internationale, qui non seulement il est chanteur, mais aussi entrepreneur. C'est quelqu'un qui nous a vraiment fait l'honneur d'être là aujourd'hui, M. Mohombi. Deux autres hommes d'exception. Et je vais me tourner par là. Alors, c'est un monsieur qui en a dans la tête. Il est directeur corporate affaires à la banque, docteur en sciences politiques, professeur dans plusieurs universités ici de la place. Merci d'accueillir ce grand monsieur qui va beaucoup nous enrichir, monsieur Jack Oga. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Et enfin, un monsieur qui n'apparaît pas souvent devant les caméras. On a hâte d'entendre ce qu'il va nous dire. On a hâte d'avoir de son expérience et de ses recommandations. Il est directeur stratégique à CEP Congo. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Bim Malembe. Bienvenue, monsieur Bim Malembe. Alors, comme tu l'as si bien fait remarquer, je tiens à signaler aussi d'entrée de jeu que ce plateau sera exclusivement pédagogique. Je l'ai dit tantôt, je vais le réitérer encore une fois de plus. Au-delà du caractère pédagogique de cet entretien, il y a aussi le partage d'expérience, c'est-à-dire que nous allons aussi savoir comment est-ce que vous avez conduit vos carrières. Alors, une toute petite question d'entrée de jeu. C'est une définition un tout petit peu anodine, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui prendra la main en premier. Est-ce que nous pouvons avoir la définition d'un homme? C'est quoi être un homme? Qui veut se lancer? C'est quoi être un homme? Mombi, tu me regardes un peu vers moi? C'est quoi être un homme? Waouh, c'est une question qui demande beaucoup de réflexion, ou pas, parce que on peut aussi avoir une réponse très simple. Allez-y. Être un homme, c'est être un être humain, être égal à la femme, mais différent. C'est avoir le devoir de quelque part laisser une trace, laisser une legacy, un héritage derrière soi. Et être un homme, c'est aussi avoir le devoir de se traiter comme on a envie, traiter les autres tels qu'on a envie d'être traité soi-même. Voilà. Très belle définition, ça s'applaudit s'il vous plaît. Messieurs, est-ce que vous voulez enrichir cette définition? C'est quoi être un homme? Je dirais, je vais le rejoindre tout à fait en disant qu'un homme est une ressource, une vraie ressource appelée à réfléchir, une vraie ressource appelée à produire, une vraie ressource appelée à laisser des traces utiles. Oh, laisser des traces utiles. Kitegui, vous enrichissez, vous complétez, bien il y a à soustraire par rapport aux définitions précédentes? Les deux ont été très corrects. Okay. Et je voudrais simplement dire qu'un être humain, un homme, est un capital. Il est censé être productif, il est censé inspirer, il est censé se reproduire en plusieurs unités qui lui ressemblent,
c'est à ça qu'on peut reconnaître un véritable homme. Voilà. Capital Productions. Monsieur Bim Malembe, vous voulez rajouter Oui, je ne sais pas pourquoi on philosopherait. Être un homme, c'est d'abord appartenir à la race humaine. Et quand on appartient à la race humaine, qu'on n'est pas une femme, on est un homme. C'est simple, c'est direct. C'est une définition simpliste. Oui, c'est simple, c'est direct. Mais moi, j'ai aussi cette définition qu'un homme, en soi, c'est un chef de famille, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça veut dire qu'un homme, c'est aussi un leader naturel? C'est une question ouverte. Monsieur Djokoga a fait ça un peu de la tête, du coup, je me tourne vers lui. En fait, je dirais bien sûr, un homme, c'est un leader. Et être un leader, c'est celui qui montre le chemin. C'est lui qui prêche par ses actes. C'est lui qui donne envie. C'est lui qui donne envie de suivre. C'est lui qui donne envie de faire plus que lui. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un leader. Donc, chaque homme est un leader naturel en soi. Il faut faire très attention, il n'y a absolument rien de naturel dans le leadership. Parce que le leadership induit une responsabilité. Le leadership induit des choix. Je suis personnellement en révolte contre la plupart des théories sur le leadership qui ont été écrites dans les années 50 et 60. Par exemple, de manière classique, dans toutes les écoles de MBA, on vous dit un leader doit avoir des followers. La démonstration de mon expérience personnelle, c'est que le plus grand leader de cette tradition est les États-Unis d'Amérique. Pendant un temps, ils ont avancé pensant que tout le monde devrait les suivre parce qu'ils étaient les chefs naturels. Et puis un jour, ils se réveillent, la Chine est devant, ils se réveillent, le Brésil est devant, ils se réveillent, l'Afrique du Sud est en train de passer sur le côté. Simplement parce qu'ils ont commis l'erreur de se tromper, que quand vous êtes un leader, vous devez vous assurer que vous gagnez, mais que les gens qui sont avec vous gagnent correctement. Alors, moi, j'ai mis en place une théorie sur le leadership qui dit, un vrai leader, c'est un stand tall at the back. C'est quelqu'un qui est derrière, qui te tient grand, et qui s'assure que quand il fait un pas dans ses intérêts, les autres personnes qui dépendent de lui font des petits pas et qu'ils avancent. Malembe, est-ce qu'il y a, par rapport à cette exposition, est-ce qu'il y a une manière pour un leader de s'affirmer? Je voudrais déjà mettre une nuance tout à l'heure dans la définition de l'homme. J'ai vu tout le monde venir vers les leaders. Quand on définissait un homme, c'est de dire ce qu'il est. Maintenant, parmi ces hommes-là, vous y mettez un H majuscule, ça signifie un homme dans une place dans la société. C'est celui-là que vous êtes en train de chercher. Celui-là, c'est cette personne qui accepte d'être au service des autres. Le leader, c'est celui qui est au service des autres. Mais pas celui qui est forcément à la tête des autres, mais au service des autres. Un leader, c'est quelqu'un qui est au service des autres. Des autres. Moumbi, quelle est votre approche sur la question? Je suis tout à fait d'accord sur ce point-là, qu'un leader, c'est servir tout d'abord. Et je pense qu'il faudrait aussi faire attention on a comme ça naturellement l'habitude d'attribuer une sorte de responsabilité à un homme parce qu'il vient juste du sexe masculin. Je connais beaucoup, on peut citer beaucoup d'exemples de personnes que ça ne dérange pas de ne pas prendre position de leadership et pas être dans le spotlight. Moi, j'ai grandi dans une famille où jusqu'à preuve du contraire, le chef de la famille, le vrai chef, c'est ma mère. Hein? Bah oui, maintenant, c'est vrai que mon père fut un grand patron, mais le chef, donc leadership, il faut faire un peu attention à ça. Et je voudrais aussi rajouter que pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui crée des leaders. Hein? Ce n'est pas question d'avoir le following. Mais qu'est-ce que tu as fait de ta position de leadership? C'est de passer le flambeau et faire le relais, et ainsi de suite. C'est comme ça que le développement peut continuer. Alors vous êtes des hommes qui inspirent sûrement des modèles. Il y a Congo, comme nous vous avons qualifié, mais qui vous inspire? Qui sont vos modèles? Qui est-ce que vous suivez? Mombi? Je crois que mon tout premier modèle, c'est mon père. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître dans mon âge adulte et qui a toujours été apprécié, aimé, qui a toujours été très généreux envers sa communauté. Ce qui a pris un peu beaucoup de temps qui devait me consacrer en tant que papa. Hein, et pour après grandir et comprendre quel bel homme il est et quel homme extraordinaire il est.
Ça a été une découverte qui a changé ma vie et qui m'a beaucoup inspiré. Donc je donnerai ce titre-là de plus grand modèle à mon papa. Aujourd'hui, vous êtes reconnu par votre carrière musicale, il faut le dire ainsi. Et dans ces secteurs-là, dans ces domaines-là, qui est-ce qui vous a inspiré pour devenir aujourd'hui un artiste de renom à travers le monde? Je pense que le domaine d'artiste et de créateur, enfin, moi je suis compositeur et parolier aussi, moi je pense que c'est l'entourage, c'est la société, c'est tout le monde. Toutes les personnes avec qui à un moment donné j'ai pu échanger pendant mon parcours, que ce soit dans mon enfance ou après, ont été des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont poussé à trouver ces inspirations qui ont résulté après à des tubes sur lesquels le monde entier a pu se déhancher. Voilà, donc voilà, que ce soit des artistes ou pas, moi je tire mon inspiration des gens qui attirent mon attention. Alors Joe Coca, vous êtes dans le secteur scientifique, dans les domaines scientifiques, n'est-ce pas? Nous le savons tous que dans ces domaines, dans cette carrière, pour évoluer aussi avec efficacité, il faut sûrement avoir un mentor. C'est celui qui va vous montrer comment placer le pas. Vous avez quelqu'un qui vous a orienté pour devenir aujourd'hui ce que vous êtes? Bien sûr, paix à son âme. Lorsque j'étais en deuxième graduat ici à l'université de Kinshasa, c'était le professeur Samba Kaputo. Ok. Oui. Sa manière d'enseigner me captivait. Je participais, je ne pouvais jamais manquer à ce cours. Et à telle enseigne que lorsque je suis arrivé effectivement à l'université, j'avais le choix, parce que je le connaissais, je le suivais à la télé, j'avais le choix de faire la pharmacie, des études de pharmacie comme mon père, qui est un grand modèle pour moi aussi, mais je fais le choix d'aller en sciences politiques en suivant le professeur Samba. Parce que c'est un secteur juteux apparemment. Non, c'est pas... Parce qu'apparemment, en RDC, pour gagner de l'argent, pour se faire une place dans la société, il faut aller en politique. Ce sont des faits. Non, faire les sciences politiques ne voudrait pas dire aller en politique. La preuve en est, monsieur Joe Coca est directeur corporate affaires à la Rabobank. Mais aussi consultant. Professeur également. Professeur. Je suis professeur justement à l'université de Kinshasa ici, à l'Institut supérieur de commerce. J'ai enseigné à l'université protestante au Congo. Je fais des consultations bien entendu, mais je suis directeur corporate affaires à la Rabobank. Avant ça, j'étais directeur des ressources humaines et avant ça, j'étais à la direction commerciale. Waouh! Et donc voilà. Tout ça, c'est grâce à ce professeur qui vous a poussé justement à... Pas nécessairement. Mon père, dans ses études, était chef de travaux, mais je voulais faire plus que mon père. C'est pour ça que je suis allé jusqu'à la thèse de doctorat. Et le jour où je défendais ma thèse de doctorat, je lui ai dit, cher papa, c'était à l'Université catholique de Louvain, j'ai tenu ma promesse, je fais plus que vous. Oh. Ça a été une réussite. Donc, voilà. Pardon? Une réussite? Oui, c'était une réussite. Et je voudrais aussi dire que de lui, j'ai appris 3 choses. Le partage, la liberté et la rationalité. Le partage, parce qu'il m'a appris, mon père, que même si tu as juste un morceau de pain, tu dois pouvoir le partager avec l'autre. Donc ça, j'ai gardé de ma vie et je partage toujours. La liberté, c'est que dans la vie, il faut savoir faire des choix. Tout est choix dans la vie, en fait. Donc je devais aller en pharmacie, je fais le choix d'aller en sciences politiques. J'étais à l'aise dans mon choix et je suis allé jusqu'au bout. N'est-ce pas? Et la rationalité, pour répondre aussi à votre question ou pour compléter les amis qui sont autour de moi, en fait, lorsqu'on essaie de définir le leadership d'un homme ou de tout être humain, moi, je voudrais qu'on parle de la rationalité. Vous savez que vous ne pouvez pas déterminer à l'avance ce qui est rationnel. Ce qui est rationnel, c'est ce qui produit des résultats attendus, des résultats positifs. C'est pour ça que j'ai dit, un homme est une ressource qui produit quelque chose d'utile. Et je crois que lorsque vous produisez des choses utiles, à ce moment-là, la rationalité est au rendez-vous. Ça complète aussi ce qu'avait dit M. Alkitengui. Bien sûr. Et ben d'ailleurs, vous inspirez énormément de personnes, vous êtes le mentor de plusieurs personnes. Moi, par exemple,
Mais qui vous a inspiré? Qui vous a poussé à devenir l'homme que vous êtes aujourd'hui? J'ai la chance d'avoir eu 4 piliers. Le premier pilier, il est familial, avec l'autorité d'un père. Moi, je suis un père ouvrier. Je ne suis pas le fils d'un professeur d'université, je ne suis pas le fils d'un médecin. Mon père était un ouvrier qui me répétait tous les jours que tu deviendras ce que tu veux devenir. Tu es responsable de ton avenir. Et il me l'a répété tout le temps. Nous tous, lui compris, me disait-il, nous sommes là pour t'accompagner sur ton chemin. Mon deuxième pilier, il est très bizarre. C'est le karaté. Ah, Je suis un ex-champion d'Afrique de karaté. Oui. Je suis un Oh. ex-champion du Congo de karaté. exactement. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. J'ai appris sur le parcours à respecter plus petit que soi, tout le temps. J'ai appris sur le parcours que même dans une compétition, celui qui est en face de toi n'est pas un adversaire, c'est un partenaire. Ok. Mon troisième pilier, c'est l'école. J'ai une douleur immense dans mon cœur quand je regarde la place de l'enseignant dans notre pays. Les enseignants que j'ai eus, de l'école primaire à l'école secondaire, à l'université, ont fait de chacun de nous ce que nous sommes. Et donc c'est mon troisième pilier. Et mon quatrième pilier, c'est l'Église. Je suis catholique. Et tout à l'heure, je faisais le vernissage de mon livre qui s'appelle Sine qua non, afin de déraciner la corruption, ce matin. Et c'est l'abbé Chollet qui l'a amené sur le fonds baptismaux. Et ces 4 piliers ont fait de moi ce que je suis. Ça me permet de garder des valeurs, d'avoir la discipline d'aller jusqu'au bout et l'endurance, mais surtout de me souvenir que je ne suis pas seul. Ce monde, on le partage. Et en permanence, chaque fois que je pose un acte, je me pose la question de savoir à quel point je ne nuis pas à quelqu'un d'autre. Et cette responsabilité vous donne à vous, plus jeunes que nous, la force de venir vous inspirer et de venir échanger avec nous. Vous savez la liberté que je m'accorde quand je discute avec vous. Je ne me crois pas meilleur que vous, je me dis simplement que j'ai la longueur d'avance que me confère l'âge. Pour partager son expérience. Bravo. Lébé, est-ce que vous partagez peut-être le même avis ou encore vous pouvez nous dire dans le pas de qui vous marchez? Oui, disons, je respecte les avis Des de autres, tout le oui. monde ici, des autres. Ok. Moi, par contre, j'ai une inspiration un peu bizarre. C'est, je veux dire, c'est les sommets même des inspirations. C'est Jésus-Christ. Ok. En termes de leadership, il n'y en a pas mieux. Je vous ai dit que le leader, pour moi, c'est la personne au service des autres. Et Jésus-Christ en est le modèle. Être au service des autres, vous définissez les voies, vous définissez les normes, vous définissez le principe, et on vous demande de marcher dans ces voies, dans ces normes, dans ce principe, et dans tous les domaines, vous avez tout déjà défini, tout déjà écrit. En fait, quand tout est normatif, quand tout est écrit, quand vous ne faites que ce qui est écrit, et vous écrivez ce qui ne l'est pas avant de commencer à agir, le leader, il a fait son travail. Il vous demande de marcher dans ces traces-là. Et si vous les respectez, tout ce que vous faites va aller. La faiblesse chez nous, c'est quoi? C'est que les gens, ils agissent par émotion, au lieu d'agir par la raison. Et Jésus-Christ, c'est la raison par excellence. Il définit tout. Mais alors, tout est dans tous les domaines. Tout est déjà défini. Il suffit de regarder ce qu'il a fait. Il est. C'est sa définition. Il est. Mais nous, notre définition, nous paraissons. Nous ne sommes pas. Si vous voulez être un leader, arrêtez de paraître. Arrêtez de monter sur les toits où vous n'êtes pas. Faites que les autres vous montent sur les toits. Faites que les autres fassent de vous un aigle. Vous volerez tellement haut que les baves des crapauds ne vous atteindront pas. Ça, c'est ce que j'aurais bien voulu voir les gens être et devenir. Des Ça aigles. s'applaudit, s'il vous plaît. C'est de C'est belles paroles. Vous voulez compléter? J'aurais voulu que les leaders deviennent des aigles. Que tout le monde, quand il les regarde, il voit en eux des aigles. Mais les baves de tous les crapauds qui se mettent à crier atteindront jamais les aigles. Et ça, c'est parce qu'ils ont tout balisé comme Jésus-Christ. Ils ont tout défini et ils sont sur les chemins de ce qu'ils ont défini. Ils sont les ponts par lesquels les autres vont passer. Ils servent des tremplins, mais pas que eux soient déjà là. Et vous êtes encore en train de traînailler ici. Il y a une rivière à traverser, mais l'égard, lui, il paraît déjà être là. Personne ne va traverser la rivière, hein. Vous n'allez vous tous. Mais s'il sert des ponts, tout le monde traverse, hein, et les ponts, ils restent là.
Ça, c'est le leader. Les ponts. Quand Alors- vous avez traversé, vous tous, est-ce que les ponts, ils traversent? Très bien, Ils Djokovic. restent là. Le leader, d'après Bim Malembe, n'est pas celui qui paraît dans Mais ce qui qui est doit être, n'est-ce pas? Est-ce qu'un leader doit avoir droit à l'erreur, à votre avis? Mais, bien sûr, on construit, on se met à jour par rapport à nos erreurs. Les erreurs, on peut les commettre. Volontairement, je dirais, ou involontairement. Ça peut arriver. Vous pouvez nous partager un moment dans votre carrière où vous avez construit une erreur qui a permis de rebondir La confiance. Lorsque vous faites confiance à un étudiant, Ah, lorsque vous faites confiance à un collaborateur, il peut vous induire en erreur. Et vous pouvez commettre une erreur. Vous avez un collaborateur qui doit vous soumettre un document à signer. Vous lui faites tellement confiance que vous signez juste. ah oui. Et qu'il y a des fautes. On peut se tromper sur un chiffre, ça peut être fatal. Ou on peut se tromper sur une unité, ça peut être très fatal. Donc, la confiance, comme on dit, n'exclut pas Les contrôles, très bien. Ça peut arriver. Et Alkitenge, dans votre métier de tout le jour, vous êtes analyste économique, excusez-moi, il vous est recommandé d'être méticuleux dans les chiffres et de ne pas tomber dans les à peu près. Est-ce que l'erreur a une place dans votre travail de tout le jour? Oui, l'erreur a de la place, surtout lorsque vous travaillez avec des jeunes qui n'ont pas nécessairement votre expérience. Ok. Deux choses. Soit ils ne font jamais rien, et c'est vous qui faites tout, ils vous aident à faire ce que vous faites, et ils ne deviendront rien, comme l'a dit mon frère en face. Ou alors, vous leur laissez la chance de faire des choses, et s'ils font des choses, ils vont certainement se tromper, et vous corrigez derrière, et vous avancez. Votre attitude vis-à-vis de l'erreur permet à la personne de croître et de grandir, et d'essayer des choses, et de bâtir la confiance en soi, ou alors de rester un éternel second. Et je vous relance, quelle est la réaction directement face à une erreur lorsque vous êtes avec vos collaborateurs? Qu'est-ce que vous faites? À première vue, il y a une erreur. Quelle est la première réaction qui vous passe dans la tête? Stéphane est dans la salle, c'est un de mes collaborateurs, et il Ok. le sait très bien. Quand il y a une erreur, j'en ris. Parce que finalement, je me C'est dis, pas la sanction, vous en riez. c'est déjà arrivé, vous n'y pouvez rien. Ok. Même si vous criez, ça sert à une seule chose, détruire votre relation avec la personne qui est en face et qui a commis une erreur. Et le sourire, à votre avis, c'est une motivation? D'abord, ça relativise la chose et ça responsabilise la personne. Après, nous partons dans le processus d'apprentissage. Ok. Qu'est-ce qui s'est effectivement passé et comment ne pas le faire la prochaine fois. Très bien. Et les gens apprennent. Et les gens apprennent surtout quand ils se rendent compte que vous leur faites confiance et que vous leur donnez une seconde chance. Nous-mêmes, nous avons commis des erreurs dans le parcours de notre vie, que ce soit personnel ou professionnel. Si cela avait suffi pour que on vous enterre, vous ne seriez pas devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, il reste l'autre extrême, l'irresponsabilité. Quand quelqu'un commet des erreurs à répétition et vous vous rendez bien compte que la personne ne veut pas évoluer, moi, c'est sans état d'âme, on se sépare. Donc les erreurs permettent de grandir, à votre avis? Je n'ai pas entendu. Les erreurs permettent de grandir. Les erreurs normales permettent justement de tirer de leçons pour que les gens grandissent. Deuxième chose, ça permet aussi d'éviter que d'autres personnes commettent les mêmes erreurs parce qu'en fait, vous en tirez des leçons et vous diffusez. Ok. Mais qu'on commet 2 fois la même erreur ou à répétition, là c'est plus Quand de il y a de la l'irresponsabilité. négligence, c'est une question d'attitude vis-à-vis de la responsabilité et je peux vous le garantir, je suis quelqu'un de très strict. You're out. Tu es dehors. Simple. Libanda. Ah bah tiens Moumbi, je vais aller vers vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, rétrospectivement, d'entendre une de vos chansons, de voir un de vos clips ou un de vos concerts et vous dire « Ah ça, j'aurais pas dû faire comme ça, plus jamais, c'était une erreur, j'aurais pas dû aborder ce thème ». Absolument. Je pense que je ne serais pas ici si je n'étais pas mon plus grand critique. Moi, je vis ma vie selon une philosophie en parlant du karaté que j'appelle avoir l'esprit de la ceinture blanche. Avoir l'esprit de la ceinture Avoir blanche. l'esprit de la ceinture blanche. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la vie est un chemin, est une école. On apprend tous les jours. Ok. Et même après, corrigez-moi si j'ai tort, mais
qu'est-ce qui arrive après la dernière donc ceinture noire, 12e dan? On recommence à la ceinture blanche. C'est ça, l'avoir l'esprit de ceinture blanche. C'est de ne jamais se mettre une limite en disant on a commis, c'est bon, on a fini, donc non, personne ne va rien m'apprendre. Alors, pour répondre à la question, c'est pour ça, donc, pour moi, l'erreur, c'est un mot qui a une connotation négative. Et dans ma vie, j'essaie de toujours essayer de trouver le parallèle, mais avec la connotation positive. Et moi, je ne crois pas en l'échec, mais je crois à la leçon. Et on en a parlé tout à l'heure, commettre plusieurs erreurs consécutives, c'est de ne pas tirer les leçons. Ok. C'est ne pas tirer les bonnes leçons. Et moi, donc, comme j'ai dit, j'ai toujours été mon plus grand critique, parce que j'ai toujours voulu, quand je vais me dormir le soir, être un peu meilleur que quand je me suis levé le matin. Très bien. C'est une très belle Bimalembe. philosophie. Je me tourne vers vous, Bimalembe. En tant que directeur stratégique à CEP Congo, est-ce que on ne peut pas avoir peur de commettre les erreurs? Déjà, je veux dire, j'ai bien entendu avec attention et intérêt tout ce que... Vos prédécesseurs ont dit? Oui. Tout ce que tout le monde a développé ici s'agissant des erreurs. Ce que je vais dire en sus, c'est que quand on commet une erreur, c'est qu'on était en train de travailler. C'est déjà, il faut le noter. Ok. Déjà, quand quelqu'un est en train de travailler, il commet une erreur. C'est déjà positif qu'il était en train de travailler. Je positive déjà cet aspect-là. Maintenant, quand on travaille et que je rentre sur mon modèle de Jésus-Christ, nous, on n'est pas parfait. Il n'y a que lui. Nous, comme on est perfectible, je note que cette personne a besoin d'une perfection dans ce qu'elle a fait. Donc, on l'assiste, on l'accompagne, on regarde c'est quoi la faiblesse. Est-ce que c'est parce que la personne n'a pas le profil pour les postes, ou c'est parce que la personne n'a pas la formation nécessaire pour faire ce travail, ou c'est parce que la personne a des limites. En fonction de la raison de l'erreur, l'accompagnement conséquent pour cette personne-là. J'aimerais bien répondre par rapport à ce que vous venez de dire là. Vous dites qu'on peut aussi observer et constater si peut-être la personne a des limites. Et lorsque vous constatez que la personne a des limites en tant que leader, en tant que gestionnaire, c'est un collaborateur, quel est le mécanisme que vous employez et donc pour l'aider à comprendre qu'à partir d'ici, c'est ce qu'il faut faire? Oui, nous situons les raisons de la limite de l'erreur. Et une fois que vous avez identifié les raisons de l'erreur, l'accompagnement est conséquent. Okay. Parce que cette personne, pour arriver à ces postes, il a répondu au profil de ces postes-là, sauf si vous l'avez fait parachuter. Et alors, il ne faut pas vous prévaloir de vos propres turpitudes. Si vous avez procédé à une sélection comme il se doit, les personnes et à un poste qui est décrit avec un profil, c'est celui-là, cette personne-là a besoin peut-être d'un complément d'information, vous l'encouragez à aller de l'avant. Et l'erreur, ce que je voulais dire, pour terminer, je vais vous passer la parole, l'erreur fortifie le fort. Et il ne peut pas vouloir recommencer cette erreur-là, c'est une forte personne, mais par contre, comme disait Ali, si cette personne s'investit dans l'erreur, elle commence à poser problème, il faut peut-être la réformer ou l'orienter autrement. Vous avez peut-être mal procédé à votre recrutement et à ce moment-là, c'est vous-même qui payez de votre propre faute pour un recrutement qui ne répondait pas au profil du poste. L'erreur fortifie le fort. Le fort. Alors c'est un bon principe, mais c'est aussi un principe anglophone. Alors je me tournais un peu par là parce que je sais que vous avez évolué dans des pays anglophones également. Dans les pays anglophones, on voit surtout l'erreur comme un apprentissage. Okay. Alors que dans notre pays, souvent on va sanctionner l'erreur. On va même parfois se moquer de quelqu'un qui a commis une erreur. Oui. On va dire que c'est un incapable, on va le juger plus facilement. Comment expliquez-vous ça? Qu'on n'ait pas forcément cette philosophie dont vient de parler Bimalembe, mais que la plupart du temps, les gens sanctionnent, contrairement aux pays anglophones. Il faut surtout s'éloigner de l'humiliation. Il ne faut jamais humilier ses collaborateurs. Parce que vous ne savez même pas où est-ce que vous allez les rencontrer dans 5 ans, dans 10 ans. Ils peuvent avoir un parcours exceptionnel qui les positionne au-dessus de vous. Et donc, méfiez-vous de la position de supériorité que vous avez vis-à-vis d'un individu à un moment donné de votre vie et de la sienne. Et donc, restez juste une personne humaine et sachez que la circonstance dans laquelle vous êtes donné pour faire du bien. Et faire du bien, c'est aussi faire grandir quelqu'un. Il y a quelque chose que j'insémine de manière permanente aux jeunes qui travaillent avec moi. C'est la discipline. La discipline. Absolue. Parce qu'il n'est pas possible d'avoir de résultats sans discipline.
Et sur cette question, je suis intraitable. Et un bon leader, c'est celui qui commence par mettre en place les règles et les faire respecter. Et si vous mettez les règles et vous les faites respecter, vous êtes un leader. Parce que finalement, les règles sont faites pour un certain nombre de résultats. Si tout est respecté, vous allez, en tout cas, inexorablement arriver au résultat. Si chacun fait ce qu'il veut faire, ce qu'il entend faire, alors qu'on s'est entendu sur ce qu'il y a à faire, ça devient la cacophonie. J'insiste. Vous le dites si bien, le pragmatisme anglo-saxon est accompagné par le comportement japonais. Nous discutons de tout avant. Quand on est d'accord, on le fait. Et chacun fait son rôle. Ce n'est pas pendant qu'on commence à exécuter que tu changes de règles. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Dans le système francophone d'enseignement, quelqu'un croit qu'il est plus intelligent que tout le monde, qu'il connaît tout, et lui, en ex-cathedra, il dit des choses. Même dans les livres, il est écrit beaucoup de fausses choses. Une d'elles, et je la dénonce de manière assez permanente, dans beaucoup de livres d'économie, c'est écrit que quand tu as de l'argent, tu as le pouvoir d'achat. Pourquoi ce n'est pas le pouvoir d'investir? Et donc, soyons juste humains en disant, la connaissance est obsolète très rapidement. Si vous n'apprenez pas, quelqu'un l'a dit autour de la table, si vous ne continuez pas à apprendre, même votre diplôme ne vaut pas grand-chose. Et donc, à partir du moment où vous êtes en situation de leadership, il faut savoir que tous vos collaborateurs sont des additionneurs d'intelligence. Ok. Savoir réfléchir ensemble. Savoir soutirer les spécificités des gens qui sont autour de vous. Je ne comprends pas souvent ce qui arrive à un certain nombre de responsables hiérarchiques. Tu recrutes des gens brillants parce que ça fait partie des conditions. Okay. Quand ils viennent autour de toi, tu leur donnes aucune responsabilité, mais il y a un problème. Oui. Mombi? Ben, c'est super intéressant, merci pour ça. Et merci à tout le monde d'ailleurs, je veux applaudissez vous tous parce que... Hein, le public va intervenir après un moment. C'est vraiment, c'est un bon moment qu'on passe ensemble là. Je pense que pour répondre à la question, donc le monde francophone, le monde anglo-saxon et francophone, pour moi, bon, j'ai eu à étudier et à évoluer dans les deux mondes. Et j'ai constaté quand j'étais étudiant dans un système belge que le professeur qui a des élèves qui échouent, bah, c'est quelque part, allez c'est bon, ça veut dire que j'ai été dur, j'ai réussi à faire échouer quelques-uns, tu en as eu combien? Et dans la cafétéria, ils se parlent entre eux, tu en as eu combien qui ont échoué? Ouais, j'en ai 5 en rattrapage. Mais attendez les gars, on est en train de parler de quoi là? De la vie des gens. Et par contre, dans l'autre monde, dans le système suédois, qui est celui dans lequel j'ai étudié le plus, mais aussi le système anglo-saxon, c'est un échec pour le professeur d'avoir des élèves qui échouent. Oui, certains professeurs, effectivement, se targuent d'être sévères et donc d'être bons si les élèves échouent. C'est-à-dire qu'il est sévère, oui, qu'il est strict. C'est ça. Et c'est une mentalité, c'est une culture complètement différente. Et c'est pour ça que je pense que c'est un peu différent. Et on le garde aussi dans le quotidien. Et on parlait de sanctions, la culture de sanctionner les gens et d'être dur et d'humilier en public. Ça, je pense que il y a clairement un lien avec notre passé. Hein. Nous sommes un peuple qui a vécu été victime et témoin des atrocités les pires atrocités de l'histoire de l'humanité. Effectivement. Et la science nous confirme aujourd'hui que les souvenirs et les mémoires voyagent dans notre ADN. Hein, donc il y a des comportements aujourd'hui que peut-être on ne comprend pas, qui ne sont pas un héritage direct de nos parents, mais de nos ancêtres. Qui vient de notre histoire. Qui vient de notre histoire. C'est à ne pas négliger quand on parle de ce genre de sujet. Eh bien, lorsque Mombi parlait des professeurs qui s'est targués d'avoir fait échouer des étudiants en masse, vous êtes senti sûrement, vous êtes senti sûrement intéressé au premier chef, mais j'allais vous poser une question. Djokoka, à quel moment êtes-vous parvenu à transformer une erreur en opportunité et comment avez-vous réussi, allais-je dire, à tirer votre épingle du jeu? Je veux rejoindre mon ami à ma gauche. En fait, lorsque je suis en face d'un collaborateur qui commet une erreur, je suis le premier responsable. Moi, en tant que leader, en tant que responsable, en effet, c'est ma responsabilité. J'ai été distrait, moi aussi. J'ai pas suivi, je ne lui ai pas donné suffisamment de moyens, ou tout simplement, je lui ai fait trop confiance.
Et à ce moment-là, je ne passe pas par 4 chemins. La première des choses à faire, c'est d'interpeller la personne, que je vous fais confiance, vous devez prendre votre travail au sérieux. Et le deuxième point, je sanctionne. Je sanctionne et je sanctionne sévèrement de manière à ce que l'erreur ne se reproduise plus. Que la leçon soit retenue. Voilà. Mais si c'est un problème qui concerne une mise à jour des capacités, des compétences de mon collaborateur, je passe par la formation. C'est des méthodologies différentes, hein. Là, on a le rire, là, on a les sanctions. Je me retourne vers Mbi Malembe. Erreur ne veut pas dire échec. Est-ce que vous avez une histoire personnelle ou une anecdote à nous partager sur comment vous avez transformé une erreur pour pas que cela soit un échec? Tout à fait. Nous sommes... on va commencer à parler de notre travail ici. J'allais parler de celui-là, mais quand vous êtes dans une situation de quasi-monopole et que vous vous comportez en monopole, alors que vous n'êtes que dans un monopole de fait, et vous vous comportez en monopole des droits, vous êtes dans une erreur. Vous êtes dans une erreur, votre comportement, c'est un comportement qui baisse la garde, vous n'organisez pas de veille, parce que vous vous dites que vous êtes en monopole. Mais vous n'êtes pas en monopole des droits, il n'est que de fait. Et puis, autour de vous, autour du marché, se développent d'autres structures qui se disent, mais tiens, au fait là, il y a un marché à prendre. Et ce marché, il n'est pas protégé par un monopole des droits, ce qui ne s'expliquerait pas dans l'environnement économique actuel. Mais vous, qui avez le marché dans ces monopoles de fait, votre comportement n'a mis en place aucune veille. Et du coup, on vous pénètre dedans, du jour au lendemain, vous perdez une grande part de votre marché. Ce qu'il faut, c'est de dire qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Il n'est jamais tard pour bien faire. Il n'est jamais tard pour bien faire. Vous êtes tombé dans une erreur, réveillez-vous très très vite et adaptez-vous au marché. C'est ça, c'est le temps de réaction en fait. Hein. C'est des réactions. Si vous commettez l'erreur des Kodak, tous les collègues ici peuvent vous en parler, c'est un exemple. Oui, voilà, si vous commettez l'erreur des Kodak et vous vous laissez enfoncer dans votre erreur sans jamais vous réveiller un jour, mais vous disparaissez. Alors pour les plus jeunes, Kodak était une société d'appareils photo jetables. Ils n'ont pas vu arriver les smartphones. Ils ont persisté dans leur appareil photo un peu obsolète. Et ils ont connu faillite, dépassés par les... irrémédiables, effectivement, dépassés par les smartphones, alors qu'ils étaient leaders. D'accord. Ouais. Donc, c'est vous dire que dans la vie, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et chaque fois que vous tombez, relevez-vous, posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes tombé, essayez de définir les nouvelles bases pour repartir, redéfinissez les tremplins, écrivez les choses très correctement, définissez ce que vous voulez faire et correctement, vous repartez, c'est sûr. C'est sûr. Donc, c'est la réponse que j'amène. Kouka, oui, vous avez une réaction par rapport à Pimalé? Pour des raisons professionnelles, oui. Il évite d'aller dans le fond de la question. Oui. En fait, il est de CEP. CEP, c'était la société qui avait quasiment le monopole du stockage. Je peux intervenir par motion? Je peux vouloir qu'on ne parlait pas de ça ici, qu'on ne parlait pas de notre travail personnellement. D'accord. Et j'aurais bien voulu qu'on reste sur des questions d'ordre général, sans qu'on personnalise les débats, parce que nous n'avons pas mandat... Mais les jeunes gens ne comprennent pas de quoi vous parlez. Nous n'avons pas mandat de parler de ça. Voilà. D'accord. Merci. Alors, je me retourne à Djokoka. Il arrive des fois que les règles ou encore les normes soient transgressées, n'est-ce pas, en politique. Et on se pose cette question, doit-on corriger les erreurs par la pratique
ou encore c'est le travail de révision de nos théories que nous devons faire? Bon, je dirais que, en fait, ce sont les hommes. Beaucoup d'abus, hein, pour vous mettre un peu la puce à l'oreille. Aujourd'hui, nous avons des constitutionnalistes, chacun interprète la Constitution à sa manière, chacun a son mot par rapport à une réalité quelconque. Est-ce que ce n'est pas les théories qui sont aujourd'hui obsolètes, ou encore c'est par la pratique que nous devons corriger nos théories? Non, je ne pense pas que les théories soient... C'est comme la loi, je ne pense pas qu'elles soient... mais je crois que, pour répondre beaucoup plus à l'aise à votre question, Okay. moi, lorsque je suis, par exemple, en face de cette jeunesse, ce que je recommande par rapport à ce qui existe, même par rapport à l'université, par rapport aux études, c'est d'être tout simplement compétitif. Il faut apprendre à être compétitif dans ce que vous faites. Et je veux revenir à ce que j'ai dit sur la notion de leader. Vous devez être une ressource qui inspire, une ressource qui permet à tout le monde, de vous copier, de copier ce que vous faites de bon et d'avancer. Et je crois qu'en parlant de la compétitivité, on résout beaucoup de problèmes. Si aujourd'hui l'émission était prévue à 14h, n'est-ce pas, la compétitivité de chacun d'entre nous nous recommandait d'être là à 14h, n'est-ce pas? Donc moi, je n'ai pas été compétitif, personnellement. Personne ne vous accuse. Voilà, donc c'est pour dire que les principes, les normes existent, mais je crois qu'à chacun d'être compétitif et de donner le meilleur de soi-même. Moi, j'aimerais plutôt qu'on parle d'un point de vue personnel quand c'est vous qui commettez l'erreur. Parce qu'on a beaucoup parlé de leadership, donc le comportement à avoir face à une erreur d'autrui, mais quand c'est vous qui commettez l'erreur, vous êtes des leaders, des managers, des directeurs, les gens vous regardent, les gens vous suivent, les gens vous écoutent. Mais quand vous commettez cette erreur, que vous avez cette perte de motivation, que vous êtes un peu déçu de vous-même, comment garder votre stature de leader? Comment ne pas montrer aux autres que vous avez commis une erreur? Ou alors faut-il le montrer justement? Et il ne faut justement pas essayer de cacher la responsabilité qui est la vôtre. Okay. Pour deux bonnes raisons. La première, c'est que ce n'est pas du tout honnête et avec le temps, vous vous en voudrez. La deuxième, c'est que ce que vous pensez ne pas être vu a certainement été vu. Et les gens vous observent et regardent de quelle manière vous allez gérer la question. Laissez-moi partager une responsabilité personnelle. Il y a 9-10 ans, j'étais convaincu que les banques étaient capables de devenir des banques digitales. Je me suis mis à développer dans une de mes sociétés des produits très avancés en termes de digitalisation. Jusqu'à aujourd'hui, nos banques sont encore sur papier. Mais entre-temps, nous avons investi près de 250 000 $ à acheter des équipements, à faire des développements. Aucune banque ne nous a suivis. La première conséquence que j'ai tirée, c'est que j'ai décidé d'aller en retraite il y a 2 ans et les différentes sociétés qui sont les nôtres, c'est quelqu'un d'autre qui les gère. C'est ma décision personnelle. Et je me suis dit, j'ai bien foiré là-dessus. J'ai investi l'argent de la société dans quelque chose qui n'a pas du tout marché. 9 ans. Pendant 9 ans, vous avez Pendant 9 ans, j'étais très convaincu que nos banques sont suffisamment intelligentes. Elles vont suivre jusqu'aujourd'hui. Elles sont encore sur papier. Mais c'était une erreur d'appréciation. Et comment vous avez réagi alors? J'ai fait perdre 150 000 $ à la société. Oui. Et j'ai assumé, c'est tout. Je me prive d'un certain nombre de mes revenus, c'est tout, pour être en mesure de compenser au niveau de l'entreprise. Je me suis déchargé de mes charges de gestion quotidienne. Quelqu'un d'autre le fait. Je m'occupe aujourd'hui du génie humanitaire et je m'occupe de vous. Oui. Ça, c'est vrai. Applaudissons-le, s'il vous plaît. Un très bon mentor, un très bon coach. Mombi, comment garder cette stature de leader quand on commet une erreur? Je rejoins Al quand il dit qu'il ne faut pas cacher. Vous savez, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Au contraire, ça nous donne l'opportunité d'avoir beaucoup de courage. De faire preuve de beaucoup de courage. Pourtant, on dit souvent, tu es un homme, sois fort, ne pleure pas, sois courageux. Oui, mais le courage d'admettre son erreur. Il faut du courage et l'assumer. Il faut énormément de courage pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec le fait d'admettre et
de montrer cette vulnérabilité en disant, voilà, j'admets, j'ai assez de courage pour me dire, écoute, mon coco, tu t'es gouré. C'était pas une bonne décision. Et dans mon domaine, ça arrive souvent. Et le domaine d'artiste, c'est une entreprise. Hein, c'est beaucoup de gens autour, c'est toute une structure qui existe. Et alors, il faut avoir du recul en position de leadership. Même si on a le dernier mot, il faut avoir le recul parce que justement, une entreprise, c'est une entité, c'est un papier. Okay. On ne peut pas y mettre d'émotion sur un papier. Il faut utiliser la raison, comme a dit monsieur tout à l'heure. Et il faut être objectif et pouvoir justement admettre, voilà, c'était pas la bonne chose à dire en ce moment-là. Excusez-moi les gars, j'ai choisi ça, mais c'était peut-être pas le bon chemin pour nous tous. J'ai agi parce que j'ai un peu émis de l'émotion. Je voulais aller trop vite. C'était pas le bon moment. Réfléchissons ensemble. Quelles sont les solutions à prendre et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on prospère. C'est comme ça qu'on avance. Mobali à Congo, c'est-à-dire que vous êtes des fils de ces pays, n'est-ce pas? Vous avez aussi un regard tourné vers les gestionnaires de la République démocratique du Congo. Alors, non, c'est une question que ouverte, c'est une question ouverte. Quel regard portez-vous sur les erreurs commises par nos gestionnaires politico-économiques? J'aimerais bien qu'on commence par Djokoga, qui est docteur en sciences politiques. Et ces erreurs-là sont-elles réparables et par où devons-nous commencer? Bon, c'est une question assez difficile. Non, c'est la dernière question avant la question du public. Ce sera des questions encore plus difficiles. Okay. C'est une question un peu difficile. Ben, je crois que les intervenants qui suivront, il y a un bon acteur politique qui fait partie du panel qui suit. Je crois qu'il sera beaucoup plus à l'aise pour répondre à ça. Mais qu'à cela ne tienne, ce que je pourrais dire, moi j'ai un autre regard par rapport aux erreurs. Et encore, il faut pouvoir les définir. Lorsqu'on parle des erreurs sur les acteurs politiques, les acteurs économiques, il faudrait encore les définir, n'est-ce pas? Okay. Mais pour moi, si je dois faire une recommandation, encore une fois, je reviens sur le concept de la compétitivité que je voudrais vraiment, comme je dis à mes étudiants, les fixer dans la tête de tous les Congolais. Dès l'instant où nous allons décider d'être compétitifs, je crois que nous commettrons moins d'erreurs. Voilà. Je vais le dire. Je crois que la première erreur, elle n'est pas du leadership politique. C'est une erreur de communauté. Dites-moi au nom de quoi nous pensons que nous pouvons avoir en ville la capacité de consommer 90% des budgets, alors que 80% de nos populations vivent en milieux ruraux. Chaque fois qu'on nous montre des images de nos milieux ruraux, les animaux et les hommes vivent exactement dans les mêmes conditions et nous sommes à l'aise. C'est grave ça. Oh, c'est fort. Ok. Je vais vous dire autrement. Il y a des femmes qui tombent enceintes, qui passent 9 mois de grossesse et qui accouchent sans avoir jamais vu le moindre médecin, le moindre infirmier. Ça, c'est des réalités de ce pays. Nous sommes dans un pays où, quand on parle des pygmées, on les appelle les autochtones. Après 60 ans d'indépendance, nous les traitons encore comme des sous-hommes. Nous reproduisons exactement ce que les Blancs ont fait sur nous. Nous le reproduisons sur nos frères qui sont dans les milieux ruraux, en les mettant en situation d'esclavage ou en situation de colonisation. Déjà, rien que ça, et moi j'interpelle beaucoup de professeurs de sciences politiques et administratives qui sont en face de moi en disant nous devons redéfinir la manière de partager la vie. Et moi je suis un économiste et je dis on ne peut pas penser qu'on peut avoir un PIB par tête d'habitants important si 80% de notre population sont mises en situation de manque de compétitivité. Il y a juste un problème de la décision de la création d'une nation. Une nation, ce n'est pas un espace et des hommes, c'est un contrat social. Quel est notre contrat social? Et moi, quand je regarde ce genre de choses, je me dis, le problème n'est pas à la tête, le problème est à la base. Qui nous sommes en tant que personnes, dans nos familles, dans nos sociétés, et c'est ce qui détermine que nous avons une qualité acceptable ou pas acceptable de leadership. Nous sommes en bas, ceux qui sont en haut. Nous sommes le produit, le parfait, ils sont le parfait produit de la société. Okay. Et donc, avant de porter jugement sur ceux qui nous ont dirigés ou qui nous dirigent, je voudrais questionner la communauté. Comment voulez-vous qu'on ait autant d'églises, mais qu'on ait un tel degré de médiocrité, y compris dans les églises?
Comment vous expliquez ce genre de choses? Et ça, il ne s'agit pas du leadership politique, il s'agit du leadership tout court. Et je crois qu'en tant que pays, en tant que nation, en tant que peuple, nous avons des problèmes. Il y a un certain nombre de déterminants qu'il faut qu'on redéfinisse. Il y a une crise de l'être humain? Mais bien sûr, comment voulez-vous accepter que nous ayons la corruption jusqu'à la petite école? Quel genre de parent vous êtes quand vous apprenez à votre enfant à aller corrompre son enseignant? Cet enfant n'a que 5 ans. Nous sommes des criminels en série. C'est des choses que nous devons à un moment donné stopper et redéfinir notre communauté et exhorter l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Vous ne pouvez pas évoluer en tant que peuple si vous n'avez pas de valeurs. Parmi les pays qui sont les mieux indiqués dans le monde en termes de performance, c'est des pays scandinaves, d'où vient Mombi. Le meilleur pays en termes de qualité de vie, c'est la Suède. Le meilleur pays en termes de qualité d'enseignement, c'est la Norvège et la Finlande dans l'espace occidental, et c'est la Corée du Sud dans le monde. Et le meilleur pays en termes de quoi? Vous êtes congolais, dites-nous un peu. La RDC est un excellent pays qui a tout pour réussir et qui a un devoir de communauté. Nous sommes probablement l'espoir du continent entier. Mais pour ça, il faut que nous prenions conscience, et comme l'a dit mon frère qui est en face de moi, que nous décidions d'assumer nos responsabilités. Il y a un problème de cohésion sociale, Bim Malembe, qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais voulu rentrer avant de parler de la cohésion sociale, de parler de la responsabilité plutôt de nos leaders en RDC. Je comprends parfaitement ce qu'il dit, que chacun de nous, les communs des mortels congolais, a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Mais ceux qui ont la grande part des responsabilités, ce sont nos leaders. Parce qu'au fait, c'est quoi nos leaders aujourd'hui? C'est des gens qui se réunissent à 2, à 3, créent un parti, aucun idéal pour ces partis, et tous, ils ont un parti unique, c'est l'argent. Et on les laisse faire. L'argent, Le parti de l'argent. L'argent, c'est le parti autour duquel tous nos leaders n'ont pas d'opposition. Il n'y a pas de parti d'opposition pour ça. Tous, ils sont membres. Tous nos leaders sont membres d'un seul parti, l'argent. Tant qu'il faut y accéder, aucune opposition, par tous les moyens, on converge vers l'argent. Quel est l'idéal pour lequel vous créez votre parti? L'argent. Quel est l'idéal pour lequel celui-là a créé son parti? L'argent. Et tous les cousins, voilà, les stratégies des clans et tout se réunissent autour pour vous pousser et aller vers l'argent. Non. L'apostolat, ce n'est l'affaire des personnes parmi nos leaders. Vous allez dans un parti. Ce parti, il fonctionne sur base de quel idéal pour la société? Quel est le projet de société de votre parti que vous défendez par opposition à l'autre parti? Il n'y en a pas. Parce que vous tous, vous êtes au parti unique, l'argent, accès aux mangeoires, et il n'y a pas d'opposition. Et pour information, on a 800 partis politiques. On a 800 partis politiques. Tous réunis autour du parti principal, l'argent. Oh là là. Tous. Avant-nous, il n'y a pas d'opposition là. Tous réunis autour de ces partis principaux. L'idéal est unique, accéder à l'argent, accéder aux mangeoires et par tous les moyens. Vous pouvez comprendre, vous, que vous êtes un parti socialiste. Votre idéal est socialiste au PPRD. Idéal socialiste à l'UDPS. Idéal socialiste est là-bas. Et ces partis, les uns et les autres, se tirent parce qu'il faut que le premier accède aux mangeoires, l'argent. Non, nous avons besoin que demain, on ait des partis qui définissent des profils de société, qui définissent un modèle de société, un modèle de création de richesses, un modèle de création d'emplois, un modèle de lutte contre la pauvreté, ces modèles par lesquels ils définissent comment ils vont mobiliser de l'argent. Ces définitions de mobilisation de l'argent pour arriver à l'idéal de la société feront des différences entre les différents leaders et nous aurons véritablement des oppositions. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Tous les partis qui sont là, personne ne va vous dire c'est quoi son modèle de société, on ne sait pas. C'est très pertinent, ça s'applaudit s'il vous plaît, Oui. c'était très pertinent. Tchokoga, je reviens encore à vous. Question du public. Oui, je reviens encore à vous par rapport à cette réaction avant de passer la parole au public. Vous sentez-vous interpellé lorsque Bim Malembe étale toutes ces antivaleurs? Qu'est-ce que vous vous reprochez concrètement? Comment nous produire des acteurs politiques de qualité, de haute facture, qui auront au centre de leurs actions la satisfaction des intérêts supérieurs de la nation? Moi, je vous dirais que la société s'organise autour d'un pacte. Il
Il y a un pacte social qui organise la société. Le contrat Et social dont parlait voilà, il y a un Alkine. contrat et dans ce pacte, chacun a sa part de responsabilité. Très bien. Et par rapport à cette part de responsabilité, je reviens sur mon concept de compétitivité. Oui. Là où je suis, je dois être compétitif. Mais comment être compétitif quand on n'a pas de comparatif non plus d'excellence? Non, déjà, il y a des règles. Déjà, il y a des règles, il y a des principes qu'il faut commencer par respecter tout simplement. J'ai donné un exemple qui nous concerne ici. Si nous étions tous là à 14 heures, mais moi-même, je ne suis pas arrivé à 14 heures. Pourquoi je ne suis pas arrivé à 14 heures, ça c'est autre chose. Mais il y a premièrement des principes qu'on peut tout simplement respecter. Donc c'est pour dire que si, et j'insiste dessus, si nous sommes compétitifs, chacun dans ses responsabilités, je crois que nous allons avancer. Moi, à l'université, si j'arrive à l'heure, je prépare ma leçon, j'enseigne correctement, je n'attendrai que des étudiants une réussite. Et la compétition commence par soi-même. Hein. Voilà. Il faut être exigeant pour Oui, soi-même déjà. la compétition, parce que c'est très important que les gens qui nous suivent à la maison et le public, la compétition commence en interne. Bien sûr. Où est-ce que je veux aller? Quels sont mes objectifs? Et là, on rejoint justement le programme. On a 800 partis aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de programme. Ils n'ont pas de projet. Oh là là. S'ils avaient des projets, on n'aurait pas eu 800 partis. Parce qu'ils auraient trouvé des points communs. Non, le point commun, c'est l'argent, si je retiens bien la leçon Voilà, de l'image. justement. Mais nous, on n'est pas dans ce programme-là. Et entre-temps, oui. Nous avons une totale absence sur la couverture du territoire national. Et entre-temps, on a 140 groupes armés, tous adossés sur des réserves minières. Et nous n'avons aucune autorité là-dessus. Et on est étonné. La géométrie de la pauvreté et la géométrie du barbarisme, c'est exactement la même. La seule chose que je dis aujourd'hui, c'est que la discipline collective et la discipline individuelle sont deux facteurs de réussite. On ne peut pas avoir des dirigeants qui ne sont pas compétents en permanence, de manière successive, et espérer nous jeter des fleurs. Nous sommes responsables de ce qu'ils sont là-bas. On est tous responsables, Nous individuellement. sommes responsables de leur présence là où ils sont. Il n'est pas acceptable que nous soyons un peuple sérieux et que nous ayons des dirigeants qui ne sont pas sérieux. Ils sont nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes. Ces gens-là viennent de nous, ils ne viennent pas des arbres. Comment voulez-vous que gouvernement après gouvernement, ils sont tous, j'ai envie de dire, médiocres? C'est quoi le problème? Alors très bien, très bien. Là, Je pense que nous allons... J'ai quelque chose attendez un peu, s'il vous plaît. En 30 secondes 30 secondes. Allez-y. Je n'ai pas eu à répondre à l'erreur que moi je pense qui a été commise dans ce pays. Ok. Moi, je crois que quand on a tendu la main, au lieu de prendre ce qui nous est dû, on a tendu la main pour recevoir quelque chose. Et c'est devenu un automatisme. C'est une philosophie de l'assistanat. On a mis notre destin entre les mains d'un étranger. Et on s'attend toujours à ce que cet étranger va venir, qu'il soit blond aux yeux bleus et qui va venir nous résoudre nos problèmes. Ouais. Alors s'attendre à ce que cela va arriver, c'est comme à vivre chez ses parents et s'attendre que c'est le voisin qui va me nourrir et préparer ma nourriture. Apparemment, cette colonisation, encore cette façon de faire le couverte, c'est en rapport avec la complicité avec nos frères et sœurs, n'est-ce pas? Apparemment, c'est ça, la réalité. Moi, j'aimerais bien faire entendre un peu le public. Oui, sur, très bien. J'espère que vous avez sûrement été édifiés abondamment par les interventions de nos invités. Robert Ismailek. Je suis Santa Khadija Omelema, journaliste. J'aimerais savoir pourquoi ne faut-il pas lire l'erreur comme un verdict final? Ma deuxième question, puisque M. Alkitenge a parlé de l'attitude à avoir après l'erreur, que doit faire celui qui a été humilié? Parce que vous avez dit qu'il ne faut pas humilier l'autre qui a commis l'erreur. Il y a ces leaders qui ne comprennent pas cela. Que doit faire celui qui a été humilié par une autre personne simplement parce qu'il a commis des erreurs? Ma troisième et dernière question, M. Mohombi a parlé de la correction des erreurs. Alors, ce n'est pas facile d'avoir des distinctions dans nos universités, si ce n'est que la distinction de politiciens qui finissent actuellement. Alors, que doit faire cet étudiant-là qui travaille dur? Parce qu'on doit mériter ce qu'on fait, en fait.
je travaille dur, mais le système de mon pays ne me permet pas de réussir. Très La bien. plupart des professeurs ne laissent pas simplement les étudiants qui bossent à réussir. Ils pensent que ces points, je ne sais pas moi, seraient transformés en quoi. C'est comme si c'est pas, ils ne le méritaient pas. Est-ce qu'on répond d'abord à ces deux premières questions et Oui, après oui, on pour ne trouvera pas- quelqu'un d'autre? Oui. La première des choses, c'est que tout le monde peut commettre une erreur. Tout le monde commet des erreurs. Si on devait tuer toutes les personnes qui commettaient des erreurs, il n'y aurait plus personne sur Ah, Terre, ça. sauf Jésus. Oui. Et donc, rien que pour cette raison, c'est inutile de considérer cela comme une sentence fatale. Après, lorsque vous avez un collaborateur, vous investissez en lui, il est formé, il a du potentiel et vous savez où il peut aller. Et très malheureusement, il commet une erreur un jour. C'est pas parce qu'il a commis une erreur un jour que vous allez l'enterrer. Nous pensons simplement qu'il faut lui donner une chance. C'est comme un arbre qui est arrosé, il va aller beaucoup plus loin. Il reste la dernière chose, c'est l'inconnu du futur. La personne que vous allez maltraiter aujourd'hui, que vous allez humilier aujourd'hui, c'est peut-être le chef de l'État de demain. Ok. Oui, on parlait d'humiliation. Comment doit réagir cette personne qui se fait humilier parce que elle a commis une erreur? La personne qui se sent humiliée, Oui, qui est voilà, humiliée. c'est ça. C'est très simple. Mon point de vue, c'est qu'il faut agir comme un canard. À partir du moment où vous êtes de l'eau, vous bougez un petit peu vos aisselles et puis vous continuez votre chemin. Cette personne est juste une personne indigne de vous, c'est tout. Elle pense vous humilier aujourd'hui, elle ne maîtrise absolument rien de ce que vous deviendrez demain et de ce que vous aurez vous-même tiré comme leçon de cette erreur-là. Oui, c'est souvent dans l'émotion aussi qu'on... Oui, mais bien sûr, tous mes collègues l'ont dit ici, on ne gère pas avec les émotions, on gère avec les raisons. Ok. Quelqu'un a dit un jour, si vous ne voulez pas vous séparer de votre femme, n'insultez pas sa mère. Ce n'est pas parce que vous avez pris un verre de trop, que vous êtes fâché, que vous allez insulter la mère de votre femme. Vous pouvez être sûr qu'elle va vous le répéter toute sa vie. Ah ça Gare à vous. Télé. Djokoga, la reconnaissance des étudiants qui travaillent dur, mais qui pour autant, il n'y a pas de reconnaissance particulière. Bon, je ne voudrais pas que nous puissions d'abord parler de reconnaissance des étudiants qui travaillent dur. C'est le mérite. La méritocratie. C'est le mérite. Vous travaillez correctement, vous méritez. Alors personnellement, je reviens encore une fois sur le pacte social, mais le pacte social c'est jusqu'à l'université aussi. L'université a des règles. La profession d'enseignant a aussi une déontologie, n'est-ce pas? Donc qui doit être respectée. À chacun de faire correctement son travail, j'ai envie de dire, parce qu'un étudiant qui estime avoir réussi, mais par contre qui observe un abus de la part d'un enseignant, il y a des mécanismes au niveau de l'université pour pouvoir se plaindre. Alors la question c'est de savoir est-ce que ces mécanismes fonctionnent ou pas, là je ne saurais pas vous répondre, n'est-ce pas? Mais personnellement, lorsque j'ai démarré cette profession d'enseignant, j'ai dit que je dois être compétitif vis-à-vis de mes collègues. Donc ma compétitivité passe par le fait que je dois correctement apprendre, transmettre la matière, et en plus de ça, je dois évaluer les étudiants comme il faut, et à celui qui mérite ses cotes. Permettez-moi d'ajouter quelque chose en ce qui concerne l'enseignement. J'enseigne dans quelques universités d'enseignement d'économie, et il y a quelque chose qui m'impressionne en Angleterre. Votre rôle, c'est d'enseigner, ça s'arrête là. L'examen sera organisé par ce qu'on appelle Body of Examination. Et ces gens-là, ils organisent l'examen et ils font passer aux étudiants et ils corrigent. À votre insu? À votre insu, vous n'en savez rien du tout. Vous, votre rôle, c'est enseigner. Vous serez coté en fonction du nombre d'étudiants qui ont réussi. Ah, c'est pas mal ça. Aussi simple que ça. Et donc, vous êtes dans le même bateau que les étudiants. Vous vous battez pour que les étudiants comprennent et qu'ils réussissent. Parce que leur réussite, c'est votre réussite. Mais bien sûr. Et derrière, il y a une raison. Parce que l'enseignement universitaire est préfinancé. Mais vous allez rembourser. L'État considère que l'argent doit être utilisé à bon escient pour produire des citoyens les plus compétitifs possibles pour que la nation avance. Donc, il y a un drive clair de tout le système. Et c'est pour ça qu'ici, malheureusement, le manque d'objectifs clairs sur où nous voulons aller, pourquoi nous faisons telle chose, ne nous permet pas de nous concentrer. Par exemple, moi j'ai entendu beaucoup de théoriciens de l'économie ancienne dire oui, mais vous savez, l'enseignement et la santé, c'est le social. Ah non, ça n'a absolument rien de social. C'est de l'investissement financier rentable. Des citoyens en bonne santé et compétitifs rendent la nation compétitive et rien d'autre.
Et donc des théories obsolètes qui n'ont aucun sens, que les gens continuent à répéter, font justement qu'on ne met pas assez d'argent dans l'éducation, parce que les gens ne se rendent pas compte que quand vous enseignez correctement, quand vous instruisez correctement, vous allez avoir des citoyens compétitifs et qui vont rendre la nation compétitive. Nous sommes un pays où 70% des gens sont illettrés, ne savent ni lire ni écrire correctement. Si vous ajoutez la couche numérique, nous pouvons aller dans les 90%. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas du tout l'informatique. Regardez, notre système d'enseignement universitaire jusqu'aujourd'hui est encore à la craie. Quelques professeurs, quand ils font quelque chose, ils projettent. Ça n'a absolument rien à voir avec les méthodes nouvelles d'enseignement. Mais nous sommes encore là parce qu'il y a une couche de professeurs qui refusent d'apprendre les nouvelles technologies. Ou on ne leur donne pas les moyens d'apprendre. Non, pas du tout, ils ne veulent pas, c'est tout. Et vous regardez notre système de santé, aujourd'hui, il est encore sur papier. Vous allez dans un hôpital, on vous donne une fiche, et vous allez dans un autre hôpital, c'est une fiche qui ne communique pas avec la première fiche. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez une maladie dont il faut suivre l'historique, vous ne l'aurez jamais. Mais tout le monde sait très bien que ça ne coûte absolument rien d'informatiser le système de santé. Et c'est ce genre de jump qu'il faut être en mesure de mener. Et je me pose toujours la question de savoir pour quelles raisons, vous, les jeunes, vous, les étudiants, vous n'êtes pas en mesure de réclamer ça à vos universités. Donc, au-delà de la discipline individuelle, il faut une discipline collective. Absolument. Très bien. Une autre question? Je m'appelle Laurie Kazadi. Je parle à M. Jock, le professeur. Qu'est-ce que vous allez laisser à l'UNIKIN? Qu'est-ce que vous allez laisser tout en étant professeur? Parce qu'un homme, c'est celui qui laisse les traces. Okay, c'est très ça, belle question. Qu'est-ce que vous avez laissé? Oui. Comment assurer la relève? C'est ça, en quelque sorte. Jokoga. Bon, c'est une question très 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 facile. La réponse, elle est là. Mais pertinente, hein? Oui, mais très facile, pertinente certes, mais très facile parce que là, je vais parler de moi, n'est-ce pas? Je n'ai pas mandat de parler des collègues. Je vais parler de moi. Je me suis donné une discipline qui est, comme l'a dit mon ami en face, que je voudrais, moi, durant toute ma carrière, être compétitif. Ah, ça, c'était le mot de voilà, je voudrais que chacun d'entre vous, en sortant d'ici, parte avec, en disant, tiens, dans chaque chose que je fais, dans tout acte que je pose, je dois être compétitif. N'est-ce pas? J'espère que vous avez bien retenu ça, être compétitif. Donc j'ai envie de dire que je voudrais fixer ça de manière à ce que partout où vous passerez, vous puissiez être compétitif. Et donc moi, à l'université de Kinshasa comme ailleurs, j'essaye tous les jours d'être compétitif en vous enseignant correctement, en donnant les codes mérités aux étudiants. Et voilà, lorsque j'aurai fini, lorsque j'irai à l'Émérita, tous mes étudiants se diront, tiens, nous avons eu un professeur avec qui nous n'avons jamais discuté des cotes. Un professeur qui nous a rendus compétitifs. Mais c'est une question qui est intéressante aussi pour chacun de nos invités. Qu'est-ce que vous laissez à la postérité? C'est ça. Quelle trace vous laissez, si on commence par Bimalembe? Ce que j'aurais voulu, c'est que pour la progéniture, qui est une révolution totale, une révolution totale, que les gens disent non, ça suffit cette médiocrité de ne travailler que pour l'argent. Il faut que nous travaillions pour les autres. Et travailler pour les autres, c'est passer de la médiocrité à l'excellence. De se dire que l'idéal de la société, c'est de faire en sorte que nous soyons et que nous arrêtions de paraître. Nous avons un idéal, nous avons un objectif, nous travaillons pour aller vers cet objectif-là. On ne peut pas faire mieux pour y arriver. C'est de se dire que toute richesse que vous recevez, tout ce que vous avez comme enrichissement sans cause, vous tuez votre société. C'est ambitieux. Parce que vous tuez la société. Si vous vous enrichissez sans cause, vous tuez la société. Parce que cet argent, c'est sans valeur ajoutée en biens et en services. Vous servez l'inflation. C'est comme si vous aviez une planche à billets, vous avez de l'argent, vous avez cet argent sans cause, sans création de valeur ajoutée, en biens et en services, vous contribuez à l'inflation, vous tuez votre propre économie. Donc nous voulons d'une jeunesse qui comprend cela, qui refuse la médiocrité, qui refuse d'adhérer à un leadership qui ne voit que l'argent, mais un leadership qui voit l'excellence, qui s'est dit on peut arriver à créer de la richesse, on peut arriver à créer de la valeur ajoutée, on peut créer de biens, on peut créer de services, gagner de l'argent correctement
en toute honnêteté, en gagnant un peu, mais multiplié par une personne qui croit qu'on peut arriver à créer de l'argent en travaillant, en ayant une valeur ajoutée à la société. Ça, c'est ce que nous voulons léguer à la population demain, à la jeunesse demain, pas à la jeunesse qui veut accéder forcément à ces mangeurs d'argent, veut devenir des riches comme par baguette magique en tuant toute notre société. Donc travailler pour les autres, la compétitivité, Mouombi, qu'est-ce qu'il faut laisser à la postérité? L'homme qui laisse des traces. Vous savez, je pense qu'un des grands problèmes de notre société, c'est que nombreux sont ceux qui veulent qui veulent être importants. Mais il y en a très peu qui veulent se rendre utiles. Et ça, c'est pour moi une des grandes raisons pour laquelle j'ai décidé de revenir m'installer chez moi dans mon pays. Être utile. Pour me rendre utile. C'est-à-dire servir et à un moment donné transmettre des expériences et compétences que j'ai pu acquérir en faisant le tour du monde quelquefois. Et je suis un entrepreneur culturel, on va dire. Et je pense que notre culture, le jour où elle ne sera pas le dernier budget dans la liste, les choses vont commencer à changer dans ce pays. Parce que la culture, c'est le peuple. Et moi, c'est ça que je pense que j'aimerais bien laisser, c'est renforcer notre culture, parce que c'est-à-dire renforcer notre peuple. La culture, c'est le peuple. Oui, pour Alkitenge, ce qu'il faut laisser à la postérité, ça sera... Ce matin, comme je disais tout à l'heure, nous faisions le vernissage du livre que j'ai rédigé, que je vous invite à lire. Il s'appelle Sine qua non, afin de déraciner la corruption. En parallèle avec le vernissage de ce livre, nous avons lancé un mouvement qui s'appelle Les Intègres. C'est un mouvement associatif où vous pouvez volontairement adhérer. Il y a un code de conduite. Ça veut dire qu'en fait, vous acceptez d'avoir un comportement qui est digne du code de conduite. Il est adressé aux gens qui sont en position de leadership ou aux gens qui sont dans la société de tous les jours et aux jeunes. L'objectif, c'est que nous soyons co-constructeurs de l'avenir. Dans notre hymne national, nous disons « Nous bâtirons quand ?» Et quand vous lisez l'hymne national, tout est au présent sauf 3 points. Les engagements. Nous sommes peut-être le fruit de notre hymne national. Nous peuplerons, mais nous peuplons déjà. Complètement irresponsables. Et je pense que nous attendons que quelqu'un fasse le changement pour nous. Nous devons être le changement que nous voulons. Nous ne pouvons pas espérer que des gens qui bénéficient de l'ambiance actuelle qui est complètement déboussolée changent les règles du jeu qui les alimentent. Nous devons être en mesure de créer cet autre écosystème, ce nouveau paradigme qui marche, mais qui marche pour tout le monde. Tout le monde sait très bien que si nous avons une ville qui est polluée, tout le monde aura des problèmes avec les poumons. Alors, si nous désirons avoir de l'air propre, il faudrait que tout le monde y contribue. C'est la même chose avec un pays sérieux, un pays intègre, un pays qui avance. Il faut que tout le monde fasse sa part de règles du jeu. Et si vous élisez des personnes corrompues, vous n'êtes pas victime, vous êtes responsable. Merci complice beaucoup. Même. Alors, nous étions à Mobali, à Congo. Ok. J'aimerais bien savoir ce que mon ami, j'espère la Bunda, a retenu de cet échange pour notre mot de la fin et vous dire au revoir. Le risque est immense, il faut le dire. Je ne saurais résumer toutes ces prestigieuses interventions. Mais tout ce que moi je retiens de ces interventions, c'est qu'un leader, c'est celui qui est conscient de ses responsabilités, c'est celui qui cultive des valeurs et c'est celui qui travaille pour la cause commune. En tout cas, excusez-moi, chers invités, si peut-être j'ai transgressé l'une de vos principes, mais je pense que résumer vos interventions serait peut-être prétentieux pour moi. Alors, c'est la fin, n'est-ce pas, de ce premier volet. Nous allons dire un grand merci. C'est un merci lourd de sens et plein de reconnaissance à tous ceux qui ont accepté de prendre part à ce premier volet. Mais d'abord à nos invités, mais aussi à tous les partenaires crédibles. Je veux citer Komodo, la Bianca, la Quinoise, ces cafés au goût inclassable,
Son et lumière, cette salle qui nous a réussi, qui nous a réunis aujourd'hui, il faut le dire, Robank, mais aussi Biwan. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, mais aussi vous qui êtes dans la salle ici, nous vous disons une fois de plus merci et vous fixons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. À tantôt. Au revoir.